La relance des activités économiques dans le Tanganyika a figuré parmi les points abordés lors du Conseil des ministres tenu vendredi. C'est le chef de l'État qui l'a présidé. 60 recommandations ressortent de la 11e conférence des gouverneurs qui s'est tenue à Kalemi. C'est le VPM de l'Intérieur qui l'a annoncé. L'église Christ Embassy prévoit d'organiser une grande campagne d'évangélisation dénommée Rhapsodie des réalités. Elle aura lieu le lundi 1er décembre à l'occasion de la Journée mondiale de l'évangélisation. C'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver dans ce journal du week-end. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président de la République a présidé la 24e réunion du Conseil des ministres le vendredi 29 novembre dans la soirée à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Plusieurs points figuraient à l'ordre du jour dans la communication du chef de l'État qui a porté notamment sur la relance des activités économiques dans la province du Tanganyika. On fait le point avec Nico Kassanda. Plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour au cours de ces conseils des ministres, notamment le discours du président de la République, le point d'information, appropriation d'un relevé du conseil des ministres, examen et adoption des dossiers et textes. La communication du président de la République a porté sur la relance des activités économiques dans la province du Tanganyika. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir la communication du président de la République, chef de l'État, point d'information, approbation d'un relevé des décisions de conseil de ministres, examen, adoption de dossiers et au 5e point, c'était examen, adoption de texte. La communication du président de la République était centrée principalement sur la situation dans la province du Tanganyika et comportait 3 points. Le premier, de la relance des activités économiques et sociales dans la province du Tanganyika. Préoccupé par les inondations qui affectent sérieusement le quotidien paisible de toute la population du Tanganyika, le président de la République, à la suite de son itinérance et de ses échanges avec différents acteurs de tous ordres, a engagé les gouvernements à s'impliquer et s'y pencher avec des solutions urgentes à moyen terme afin que cette province, qui a un fort potentiel, soit relancée dans sa trajectoire de croissance et de développement. Le président de la République a insisté sur la redynamisation des activités scolaires pour qu'il y ait des études de faisabilité en vue de remettre le port en activité. Et puis le VPM de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, a rendu public les recommandations issues de la 11e session de la conférence des gouverneurs qui s'est clôturée le vendredi 29 novembre à Kalemi dans la province du Tanganyika. Il ressort de ces assises 60 recommandations qui ont été prises, reparties en 3 commissions conformément à l'article 9 de la loi organique du 7 octobre 2008 portant organisation et fonctionnement de la conférence des gouverneurs. Nico Kassanda revient. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Maître Jacquemaine Chabani, rapporteur de la conférence des gouverneurs qui a rendu public le rapport de cette session, a précisé qu'il s'est dégagé 60 recommandations réparties en 3 sous-commissions conformément à l'article 9 de la loi organique du 7 octobre 2008 portant organisation et fonctionnement de la conférence des gouverneurs. Pour la commission politique administrative, sécuritaire, juridique et culturelle, il s'est dégagé 21 recommandations et 25 pour la commission socio-économique et financière et également 14 pour la commission restructuration, reconstruction et infrastructure. Commission politique, administrative, sécuritaire, juridique et culturelle. Cette commission a formulé les recommandations suivantes. Initier des réformes constitutionnelles et légales pour assurer la stabilité des animateurs des institutions des provinces, notamment sur le mode d'accession au pouvoir des gouverneurs de province, des députés provinciaux, des administrateurs du territoire et des animateurs des ETD. Ensuite, la commission socio-économique et financière a formulé les recommandations suivantes. Payer les salaires aux gouverneurs, vice-gouverneurs, maires des villes et leurs adjoints, administrateurs de territoire et leurs adjoints, les chefs de secteur, les bourgmestres et leurs adjoints en leur qualité de représentants du gouvernement central dans leurs entités respectives. Sur le plan de la reconstruction et des infrastructures, construire et ou parachever
les chantiers des infrastructures du PEDEL 145 territoires. D'où la nécessité de tenir 2 sessions de la conférence des gouverneurs de province par année, conformément à l'article 200 alinéa 4 de la Constitution en vigueur en République démocratique du Congo, c'est-à-dire une session au mois de juin dont les recommandations seront intégrées dans le budget lors de son élaboration par le gouvernement et une autre au mois de décembre pour évaluer la mise en œuvre de ces recommandations. Le président de la République a à cette occasion annoncé la tenue au mois de juin prochain de la 12e session de la conférence des gouverneurs dans la province du Lualaba. Et puis le gouvernement de la République a doté 62 jeeps à la police nationale et aux administrateurs du territoire du Grand Katanga. Il s'agit des Land Cruiser et Toyota Fortuner que le président de la République a remis au VPM de l'Intérieur qui les remettra à son tour aux bénéficiaires. C'était le vendredi 29 novembre 2024 à Kalemi dans la province du Tanganyika. Regardez. C'est un cri de joie d'une population satisfaite de la bonne gestion du patron de la territoriale. Après la remise des 62 jeeps à la Grande Orientale démembrée, répartis entre les provinces de la Tchopo, de l'Ituri, du Haut-Ouélé et du Bas-Ouélé, où chaque province a bénéficié des 10 jeeps pour la police et 23 pour les administrateurs des territoires de la Grande Orientale, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient encore une fois de plus remettre le vendredi 29 novembre devant le gouvernorat de la ville de Kalemi de manière symbolique un total de 62 jeeps de marque Land Cruiser et Toyota Fortuner au vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani Louko Biyango, qui à son tour les a remis aux bénéficiaires. 40 véhicules sont dispatchés à la police des 4 provinces issues du Grand Katanga, à savoir 10 pour le Haut-Katanga, 10 pour le Lualaba, 10 pour le Tanganyika et 10 pour le Haut-Lomami. Ces engins roulants vont faciliter la mobilité de la police dans ces provinces afin de remplir leur mission avec professionnalisme, à savoir protéger les personnes et leurs biens. Les 12 autres véhicules sont remis aux administrateurs des territoires du Grand Katanga. Présents sur les lieux, 6 administrateurs des territoires des Nyunzu, Kabalo, Manono, Moba et Kongolo, sans oublier Kalemi, la ville qui accueille cette cérémonie, ont reçu ces véhicules en tant qu'administrateurs du Grand Katanga. Ces engins roulants leur permettront d'effectuer des itinérances pour mieux suivre et contrôler leurs entités. Retenez que ces véhicules sont une dotation du gouvernement via le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. De manière concomitante, ce même vendredi, 32 véhicules destinés aux provinces du Haut-Katanga et Lualaba ont été acheminés à Lubumbashi par Jimmy Chipata, conseiller financier du VPM de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani. Et dans le reste de l'actualité, le ministre d'État, ministre de la Justice, a effectué le vendredi 29 novembre une visite à la prison centrale de Kalemi dans le Tanganyika. Malgré qu'aucun détenu n'a recouvré la liberté conditionnelle, le ministre d'État a remis 300 matelas aux prisonniers. Ce geste s'inscrivant dans le cadre de l'amélioration des conditions carcérales. Nico Kassana revient. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, s'est rendu à la prison centrale de Kalemi pour une visite d'inspection qui a été marquée par la remise de plus de 300 matelas aux détenus, témoignant de l'engagement du gouvernement en faveur de l'amélioration des conditions de vie dans les établissements pénitentiaires. Lors de cette visite, le patron de la justice congolaise a souligné l'importance que le chef de l'État accorde à la réforme du système pénitentiaire. L'objectif premier, désengorger les prisons et garantir des conditions de détention dignes et humaines.
Les prisonniers, visiblement émus par cette attention particulière, ont exprimé leur immense joie et gratitude pour cette action du gouvernement de la République. Toutefois, il a été précisé qu'aucune libération ou octroi de liberté conditionnelle n'a eu lieu à l'occasion de cette visite. En parallèle, une commission spéciale composée de l'ANER, de la DINIA, du chef de division justice, du directeur de la prison et des magistrats a été mise en place. Cette équipe s'épanchera sur l'examen des dossiers des détenus pouvant bénéficier de la libération conditionnelle dans un futur proche. Le vice-ministre de la Défense et ancien combattant Sami Adubango a affirmé son soutien à l'initiative, voulais-je dire, du chef de l'État de mettre en place une commission interdisciplinaire pour l'élaboration d'une constitution qui reflétera les réalités congolaises. Ce membre du gouvernement l'a dit à travers un communiqué publié ce samedi 30 novembre. Suivez. Le vice-ministre de la Défense et ancien combattant, Sami Adubango, a réitéré son soutien total au discours du président de la République, garant de l'unité et du développement de la RDC, tenu lors de sa tournée effectuée dans les Grands Katanga. Il a tenu le même discours à Kisangani, dans la province de la Tchopo, où la population boyomaise était très attentive et s'en est appropriée avec engagement et détermination. À cet effet, le vice-ministre de la Défense a appelé la jeunesse congolaise, particulièrement celle de l'Ituri, à une forte vigilance face aux manipulations des politiciens qui ont vendu cette nation pour des intérêts égoïstes visant à déstabiliser la RDC, notamment avec la guerre à l'Est, qui est l'une des conséquences pratiques. En croire Sami Adubango, il n'y a aucune complaisance lorsque le chef de l'État, l'homme mieux placé du pays, dit tout haut qu'il y a des officines internes qui cherchent à déstabiliser la RDC. Contrairement à ce que pensent d'autres politiques, la population doit prendre au sérieux cette alerte du premier citoyen du pays, l'éclaireur de la nation. En bon combattant, Sami Adubango profite de l'occasion pour rassurer au chef de l'État qu'il ne combattra pas seul. Il sera soutenu dans chaque initiative visant à protéger la République, car seul le salut du peuple est la loi suprême. Il a affirmé tout haut son soutien à l'initiative du chef de l'État visant à mettre en place une commission interdisciplinaire en vue de l'élaboration d'une constitution qui reflétera les réalités congolaises sans aucune interférence étrangère et qui sera le socle du patriotisme conduisant à la sauvegarde de la souveraineté nationale. Le vice-ministre de la Défense et ancien combattant a fait remarquer qu'il y a nécessité que cette constitution soit révisée en tenant compte des enjeux de l'heure, dont la jeunesse qui est la charnière du développement d'un pays. Ce membre du gouvernement souminois poursuit en disant que la loi fondamentale devra définir clairement le quota réservé à la jeunesse et à la femme dans les institutions de la République, de sorte que celui qui viendra après le président Félix Tshisekedi soit contraint de suivre les jalons qu'il aura laissés. Ami de la jeunesse, Sami Adubango a invité cette dernière à faire front commun contre ceux qui cherchent à diviser la RDC, car c'est souvent la jeunesse qui est victime des manipulations, soi-disant au nom de la démocratie. En justice, parlant de l'affaire générale Inyengele Bagati, le député national Antipas Mbutsa Nyamwisi, cité parmi les renseignants à comparaître le 2 décembre prochain devant la haute cour militaire. Cet élu du peuple va éclairer la lanterne de la juridiction suprême militaire dans l'affaire du complot opposant le ministère public aux 40 prévenus d'une organisation dénommée Collège des officiers, des officiers généraux des FRDC. Nico Kassanda, encore une fois de plus. La chambre de la haute cour militaire, présidée par le général de brigade, le magistrat Martin Kalalakapuku, qui juge au premier et second degré, c'est-à-dire dernier ressort, 40 prévenus, parmi lesquels le général de brigade Erickson Inyengele Bagati de la garde républicaine, a instruit le greffier à notifier certaines personnes
à comparaître devant la juridiction suprême militaire qui siège en chambre foraine à la prison militaire de Ndolo à l'audience du lundi 2 décembre 2024. Ces personnes viendront renseigner la haute cour militaire en qualité de renseignant. Parmi elles, l'on peut citer Mboussa Nyamwisi. Ce dernier a été cité par l'épouse du prévenu Major Paluku Siliatira Kirito comme celui auprès de qui son mari allait remettre les armes que les enquêteurs avaient trouvées dans leur maison. Cependant, pour le prévenu Paluku, la dénonciation entre guillemets de son épouse est plutôt due à ses activités ultra-conjugales qui n'arrangeaient pas sa femme. Voulant entendre de ses propres oreilles la version présentée par l'épouse du prévenu Paluku aux enquêteurs, la haute cour militaire a prévu aussi d'auditionner la dite dame en qualité de renseignante lors de cette audience. Il convient de rappeler qu'à l'issue de l'audience précédente, la haute juridiction militaire avait entendu quelques prévenus, parmi lesquels le colonel David Lusingé, le major PMF Kavira Safi Kavé et le major Jean-Marie Kassereka Kassai. L'officier du ministère public les poursuit pour complot visant à détruire ou de changer le régime constitutionnel et non dénonciation. La prochaine audience est fixée à lundi 2 décembre 2024. En société, le monde célèbre chaque année la Journée mondiale des villes pour la vie le 30 novembre. L'objectif de cette journée est de sensibiliser les citoyens à l'abolition de la peine de mort et de promouvoir les droits humains. Plus de détails, c'est dans cet élément signé Bénédicte Kekemonombi. C'est depuis 2002 que la Journée mondiale des villes pour la vie a été fondée, s'appuyant sur la mobilisation des villes du monde entier pour afficher leur soutien à l'abolition de la peine capitale et leurs actions en faveur de droits humains, pour principalement créer un élan mondial d'encouragement aux villes à se déclarer officiellement opposées à la peine capitale. Attirant l'attention du public, le 30 novembre, cette Journée mondiale des villes pour la vie, aussi reconnue comme la Journée mondiale des villes contre la peine de mort, se veut rappeler l'importance de la dignité humaine et du respect de la vie comme valeur. C'est une campagne d'information au travers des débats pour aborder les aspects juridiques et éthiques de la peine de mort et appelle à organiser les actions citoyennes pour mobiliser et informer la population, éduquer et mobiliser le grand public sur les réalités autour de l'abolition de la peine capitale en informant sur les alternatives possibles pour punir les crimes graves tout en respectant les droits humains. Il sied de savoir que de nombreux efforts sont en cours dans le monde entier afin d'arriver à l'abolition de la peine capitale dans le monde. En sécurité, d'intenses combats signalés ce samedi entre les M23 et les Wazalendo à Tongo et Kiondo, groupement de la chefferie de Bwito, dans le territoire de Rutshuru au nord Kivu. Il faut noter que ces rebelles s'avancent et sont désormais à Walikale. Emine Kambizo nous fait le point. C'est depuis la matinée du samedi 30 novembre que des détonations d'armes lourdes et légères se sont faites entendre à Kanyangiri, groupement de Tongo, et à Kiringa, groupement de Kiondo, à Bwito. Un milieu réputé comblé par un nombre important de cultivateurs. Des sources rapportent que les éléments du M23 RDF ont simultanément lancé des attaques contre les positions de groupes armés locaux dans ces groupements de la province du Nord Kivu. Combat à la base de la psychose constatée au sein de la population civile qui n'a pu vaquer aux travaux quotidiens au champ, craignant d'être prise pour cible. Toujours à Bwito, il est signalé que le M23 oblige les jeunes de Nyanzale à prendre part aux patrouilles nocturnes, se joignant aux forces d'autodéfense instaurées par l'administration parallèle préalablement installée par le M23, raison pour laquelle il s'observe un déplacement clandestin de jeunes fuyant d'être recrutés par la rébellion. La population de ce coin crie au secours des autorités compétentes. En religion, je l'ai annoncé tantôt, une grande campagne d'évangélisation dénommée Rhapsodie des réalités sera organisée le lundi 2 décembre 2024 par l'église Christ Embassy à Kinshasa à l'occasion de la Journée mondiale de l'évangélisation. L'annonce de cette activité de grande envergure a été faite au cours d'un point de presse tenu ce samedi 30 novembre. Témoin de l'événement, Rachel Adasaliwala et Francis Matondo.
Bonjour mesdames et messieurs de la presse. 2 jours seulement nous séparent de la tenue des Richard Awards, une grande journée mondiale d'évangélisation prévue le lundi 2 décembre 2024. Occasion pour l'église Christ Embassy de lancer la 24e édition de la Rhapsodie des réalités. Le pasteur Olivier Ngoma explique les contours de cette activité chrétienne. Le 2 décembre, c'est le lancement de la journée mondiale d'évangélisation, où nous sommes en train d'aller à l'extérieur. Nous sortons pour pouvoir parler du Seigneur Jésus-Christ avec un de nos outils qui sert à ce propos, qui s'appelle la Rhapsodie des réalités. Dans les programmes de la Rhapsodie des réalités, les enfants ne sont pas mis de côté, renseigne la diaconesse Christelle Début au vu du défi de cette génération. Lors de cette campagne, nous n'avons pas oublié les enfants. Nous avons 2 types de copies des enfants. Et pourquoi les enfants? La parole de Dieu dit dans Proverbe 22:6 que instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. L'évangélisation est une affaire de tous. Hommes et femmes de Dieu sont appelés à s'y mettre, à renchérir les diacres Totombongo. Les pasteurs peuvent nous joindre parce qu'une des missions que Dieu a donnée à notre homme de Dieu, c'est d'unifier le corps du Christ. Partout dans le monde, même au Congo. C'est un outil qu'on peut utiliser pour au fait gagner les âmes. Le pasteur Fabrice Kaninda a quant à lui mis un accent particulier sur les meilleurs moyens d'atteindre plus d'un par l'évangélisation. Le meilleur moyen et la meilleure manière pour nous de pouvoir impacter notre nation positivement avec la justice, c'est de pouvoir communiquer cette parole de Dieu. Alors la journée du 2 décembre, nous voulons atteindre tout homme, toute femme, dans tous les formats des copies, qu'il s'agisse de copies physiques comme ceux que nous avons ici, ou de copies numériques, digitales, que nous avons dans les bracelets avec les QR codes qui peuvent être téléchargés dans différentes langues possibles, afin de permettre un plus grand accès à nos lecteurs. Il s'y est noté que le pasteur Chris Oyakhilome est le président de Love World Inc., mais aussi l'auteur des Rhapsodies des réalités, ce dévotionnel quotidien numéro 1 au monde. Ce point de presse a été clôturé par une prière faite par le pasteur Ted Obieroma, pasteur zonal de la communauté. En sport, parlons de ce derby quinois ce dimanche 1er décembre au stade Tata Raphaël entre l'ASV Club et le DCMP pour le compte du championnat Illico Cash Ligue 1. Ce match crucial qui s'annonce déjà intense avec les entraîneurs des 2 équipes qui ont livré leurs impressions à l'occasion de la conférence d'avant-match cet après-midi au siège de la Linafoot Shadrack Kenta. Le plus important à l'heure actuelle, c'est le match de demain contre DCMP. À l'heure actuelle, je pense que toutes les équipes se connaissent parce que ça fait un moment que l'on joue. Et si après 5-6 matchs, on ne connaît pas les adversaires, c'est que nous, on a un problème. Je pense qu'on a des informations sur cette équipe de DCMP. Et demain, on va essayer d'exploiter toutes ces informations que nous avons sur le terrain. Parce que c'est bien d'avoir des infos, mais après, il faudra les traduire sur le terrain. Nous jouerons demain contre Vita Club. Ce n'est pas un match facile, mais nous aussi, nous ne sommes pas faciles. J'appellerai vraiment à tous les Banadora de venir soutenir leur équipe. Et je suis avec les capitaines. C'est un match qui se joue sur le plan moral. Mon équipe est bonne moralement. Seconde zone, c'est trop dur parce que nous jouons nous tous dans une même ligue et tout le monde a l'objectif de gagner cette ligue. Ce que moi je peux vous assurer, des rings restent des rings. Dans le début game, connaissez mieux des rings. Et nous serons là pour donner une bonne image des terrains. Sport toujours, le manager du tout-puissant Mazembe a exprimé sa satisfaction suite à la levée partielle de la sanction imposée par la FIFA. Cette décision permet désormais au club d'enregistrer des joueurs locaux, mais les restrictions pour les joueurs étrangers restent en vigueur jusqu'à l'ouverture officielle du mercato de janvier prochain. Frédéric Itengue a souligné l'importance de cette avancée qui donne au club
une certaine marge de manœuvre pour renforcer son effectif. Shadrach Tenta revient. Aujourd'hui, avec la décision qui vient d'être prise, c'est que tous les joueurs qui ont été enregistrés sur le plan local, c'est-à-dire tous les joueurs locaux qui ont été enregistrés pour le compte du TP Mazembe, peuvent maintenant jouer. Et le coach Lamine est très très content pour ça, pour pouvoir maintenant faire la compétition avec tous ces talents locaux qui sont en train d'attendre. Par contre, les joueurs internationaux, c'est-à-dire ceux qui viennent de l'étranger et qui ont droit à un certificat international de transfert, qu'on appelle le CIT, doivent attendre le mois de janvier. Non seulement parce qu'on n'a pas encore ouvert le TMS dans notre registre FIFA, mais aussi il faut attendre la fenêtre parce qu'on ne peut enregistrer les joueurs que lorsque la fenêtre est ouverte. Donc ceux qui sont déjà enregistrés peuvent déjà jouer ce samedi contre le Bombashi Sport, mais ceux qui ne le sont pas doivent attendre le mois de janvier quand la fenêtre sera ouverte. Voilà le point positif. Bon, maintenant, il y a quand même quelques grincements dedans parce que mon collègue directeur financier du TP Mazembe ne vous parlera pas avec le même enthousiasme, puisque au même moment, la FIFA a suspendu tous les autres cas, c'est-à-dire le cas de Kinzumbi, de Philippe Traoré, où on est en train de demander qu'on nous paye les dédommagements et tout cela est suspendu. Donc, nous devons attendre. Rendons-nous en dehors de nos frontières, précisément en Ouganda, où le bilan du glissement de terrain continue de s'alourdir depuis vendredi. Selon les autorités, c'est désormais plus de 20 personnes décédées et des centaines autres disparues suite aux pluies qui ont occasionné des inondations. Suivez. Ce sont des fortes pluies qui ont provoqué l'effondrement de plusieurs villages dans le district de Bulambuli, à l'est de Kampala. Un bilan qui ne cesse de s'alourdir. Les autorités parlent de 20 morts, avec des sources sur place qui évoquent un nombre de victimes encore plus élevé. Les opérations de recherche n'ont pas encore stoppé et les secouristes continuent de déterrer les corps. Au total, plus de 100 personnes sont toujours portées disparues. Des équipes de la Croix-Rouge, de la police et de l'armée sont présentes dans la zone sinistrée, où au moins 700 personnes ont déjà évacué de cette zone. Des pluies qui sont incessantes et les routes impraticables rendent les conditions de secours particulièrement difficiles, à savoir que plus de 40 foyers ont été entièrement engloutis, des nombreux blessés dont les plus vulnérables sont les femmes et des enfants. Les autorités ougandaises exhortent la population des zones à risque à se mettre à l'abri car ce sont des pluies exceptionnelles qui ont multiplié des inondations et des glissements de terrain. C'est par ici que se referme cette session d'information. La place est au rappel des principaux titres. La relance des activités économiques dans le Tanganyika a figuré parmi les points abordés lors du Conseil des ministres tenu vendredi. C'est le chef de l'État qui l'a présidé. 60 recommandations ressortent de la 11e conférence des gouverneurs qui s'est tenue à Kalemi. C'est le VPM de l'Intérieur qui l'a annoncé. L'église Christ Embassy prévoit d'organiser une grande campagne d'évangélisation dénommée Rhapsodie des réalités. Elle aura lieu le lundi 1er décembre à l'occasion de la Journée mondiale de l'évangélisation. C'est par ici que se referme cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Surtout, merci de nous avoir été fidèles durant toute cette semaine. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end chez vous en compagnie de la chaîne du repos. Au plaisir de vous retrouver très prochainement.